Alors, plus j'écris de romans, plus il y a de personnages, évidemment, auxquels je devrais pouvoir m'identifier. Alors, chaque fois, je réponds toujours oui et non. Alors, parce que je suis un peu de ces personnages-là qui partent pas vraiment exclusivement de mon imaginaire. Et, bon, fatalement, je suis toujours une partie d'un personnage. Une partie, mais que je peux rarement arriver à définir complètement de façon très logique et précise. Alors, c'est sûr que j'ai vécu des histoires. Je suis d'un âge assez respectable maintenant. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses et c'est sûr qu'il y a des liens entre ce que j'écris et ce que j'ai vécu. Alors, ça forme un tout que des gens appellent parfois l'autofiction, hein, surtout dans mes romans. Alors, ça, c'est une question qui a beaucoup été, maintenant peut-être dépassée un peu, la question de l'autofiction. Euh, il y a des récits autobiographiques qui sont publiés. On pense à Christine Angot, Marie-Cécile Labrèche et tout ça. Et ça amène beaucoup de discussions à savoir quelle est la part de réel et quelle est la part de fiction dans des œuvres qu'on dit auto-fictionnelles. Alors, dans Borderline, par exemple, Marie-Cécile Labrèche, elle dit elle-même que c'est sa vraie mère qui est le personnage de la mère qui est malade et que sa vie ressemble beaucoup à ça. Et même, elle donne son nom à son personnage. Le personnage s'appelle Sissi, qui est un nom fictif qu'elle-même s'est donné dans la vraie vie. Alors, vous voyez comment la frontière est vite franchie ou pas franchie entre qu'est-ce qui est la vraie réalité et la pas vraie réalité, comme on pourrait dire. Alors, le lien, en fait, entre ce qu'on appelle la réalité et la fiction, pour moi, c'est tellement ténu, ce lien-là, et qu'on arrive difficilement, très difficilement parfois, même nous, même moi, disons, après avoir écrit un roman, et quand je parle de ce roman-là, parfois j'arrive mal à définir moi-même ce qui est vraiment de l'ordre de ce qui est vraiment arrivé, puis de ce qui n'est pas arrivé, de ce que j'ai inventé. Alors, les faits réels. Il y a une tendance aussi lourde, si on peut dire, à brouiller les cartes pour faire croire dans les battages médiatiques que le roman, c'est pure vérité. On essaie de dire ça. Par exemple, quand Nelly Arcan, on en parlait, a publié Putain, on se demande, tout le monde était un peu voyeur et se demandant est-ce qu'elle avait vraiment été escorte comme dans le roman. Puis je pense que Nelly Arcan a beaucoup joué aussi là-dessus en se disant ben peut-être, pas peut-être, puis après, bien on le sait peut-être, pas peut-être. Alors, la même chose, par exemple, pour Alexandre Jardin, quand il a écrit le roman des Jardins, où il a raconté l'histoire de sa famille. Tout le monde était très fâché, ont voulu le poursuivre même en disant que c'était faux ce qu'il avait dit, alors que lui disait que c'était tout à fait vrai. Alors, c'était finalement probablement que la vérité, c'est que c'est ça, c'est vrai aussi. Alors, donc ça, c'est les œuvres que je trouve qui sont, qui se veulent des fictions, mais qui ont des rapports très, très proches avec ce qui serait censé être arrivé. Je dis censé être arrivé parce qu'on ne le sait pas complètement. Mais de l'autre côté du spectre, il y a des mémoires, des autobiographies, hein, des œuvres qui annoncent d'emblée qu'elles collent à la réalité. Hein. Les gens se disent, c'est la vérité que j'ai racontée, c'est les faits tels qu'ils se sont passés. Alors, moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est toujours une utopie de penser qu'on peut raconter les faits tels qu'ils se sont passés, parce que dès que l'histoire est racontée, dès qu'elle est écrite, elle devient
une espèce de courbe de fiction. Elle devient de plus en plus fiction selon qu'elle s'éloigne plus ou moins, mais elle n'est jamais égale à la réalité. Alors, dans le cas d'autobiographie de mémoire, les lecteurs sont confortés, se disent qu'ils ont affaire à ce qui s'est vraiment passé pendant la lecture. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils sont plus attentifs à trouver des inexactitudes dans la biographie. Par exemple, quand j'ai publié la biographie de Pauline Julien, cette belle grosse brique-là, les gens m'ont jamais demandé si ce que j'ai écrit, ça s'était vraiment passé. Personne. Personne ne me demande ça. Mais ils m'ont plutôt parlé de « Ah, ben à telle page, il y a une erreur, là. » Il y avait toujours des erreurs, il y avait toujours des manques. Alors que dans le roman, c'est toujours... On me demande toujours est-ce que c'est vraiment arrivé, alors que là, on me disait ben là, c'est pas arrivé, ça. Ça, c'est pas arrivé, on est sûr que c'est pas arrivé. Alors que quand j'ai écrit cette biographie-là, j'ai vraiment déployé tous mes efforts pour que ce que j'écrivais, ça corresponde vraiment à la réalité. Et le plus possible, en tout cas, chaque mot, là, chaque fois que quand j'écrivais ce livre-là, tous les mots que j'écrivais, je sentais chaque fois que la réalité m'échappait. Parce que quand on veut la mettre en conserve, si on veut, la réalité, c'est ça, une biographie, c'est comme la vie de quelqu'un mise en conserve. On n'arrive vraiment pas à faire comme si c'était une vidéo d'archives, par exemple. Alors, c'est sûr que même quand on fait une biographie, il faut la construire, la biographie, il faut faire des chapitres, il faut faire des choix d'écriture, de voix, de ce qu'on va citer, de ce qu'on ne citera pas. Alors, comme c'est une œuvre de construite, c'est pas la réalité telle qu'elle. Hein. Alors, je suis partie évidemment d'un matériel de base, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allée dans les archives, j'ai lu et épluché des articles de journaux, j'ai fait des entrevues, j'ai connu Pauline Julien, je lui ai parlé. J'avais un très grand appui matériel, mais quand même, j'ai trouvé que c'était quand même, à la fin, pour moi, c'est quand même une œuvre de fiction. Alors, vous connaissez sans doute Philippe Lejeune, hein, c'est lui qui voyait lui, il disait que dans le fond, ce qui faisait la différence entre la fiction et la non-fiction, comme disent les anglophones, c'est ce qu'on met sous le titre de notre livre. Par exemple, si on met un livre puis on écrit roman, ben c'est comme un pacte qu'on fait avec le lecteur. On dit, là, tu lis un roman. Poésie, là, tu vas lire de la poésie. Ici, c'est un récit, c'est écrit récit, donc ça va être pas mal plus vrai. Biographie, là, ça va être tout à fait vrai. Alors, c'est un peu ça qui se passe. Mais aujourd'hui, souvent, c'est même pas écrit. Hein? Si c'est un récit ou si un roman, souvent, ça nage entre les deux. Alors, pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'adéquation parfaite entre l'écriture et la réalité. Si c'est une adéquation, cette adéquation-là, elle est toujours fluctuante, plus ou moins lointaine. Dès qu'un événement est raconté, comme je disais, sous quelque forme que ce soit, il est déjà transformé par la personnalité et par la mémoire de celui qui raconte. Transformé également par l'écriture, qui est un prisme à travers lequel l'écrivain voit et interprète la réalité. Ceci étant dit, il peut y avoir des degrés dans la volonté de représentation de la réalité. Je dis bien dans la volonté parce que c'est à l'auteur qui revient de se situer par rapport au lecteur. C'est l'auteur, toujours selon Philippe Lejeune, qui fait ce pacte-là avec le lecteur. Dans un magnifique livre qui s'intitule « Chet Baker pense à son art », Chet Baker piensa en su arte en espagnol, l'auteur Enrique Villamatas dit que la vie n'existe pas par elle-même, qu'elle existe seulement à partir du moment où elle est racontée. Alors lui, il va encore plus loin. Il dit « Ma vie n'est rien d'autre qu'une biographie comme celle de tout le monde. » Alors lui, il pousse un cran plus haut. Alors, ma vie n'est rien d'autre qu'une biographie comme celle de tout le monde,
construite à partir de souvenirs inventés. Alors, à l'occasion de la sortie de la Love, mon premier roman, c'est un roman d'apprentissage en 1993, j'ai fait ça. On m'a souvent demandé à propos d'Eddie, un personnage de la Love, Eddie. C'est le petit ami du personnage principal qui s'appelle Claude Étier. C'est un beau juif anglophone. Claude l'aime beaucoup, mais sa mère lui interdit de le fréquenter à cause de la différence religieuse entre les deux familles. Alors, quand j'ai publié ce roman-là, ça tombait que je suis allée revivre à Rouyn-Noranda. J'avais habité à Montréal pendant 30 ans, et puis là, j'étais retournée vivre pour des raisons familiales, mes parents étant malades. Alors, je suis tombée, j'ai écrit ce roman-là qui se passe à Rouyn-Noranda dans les années 50, et je suis dans les mêmes lieux. C'est un hasard, mais c'est arrivé comme ça. Alors là, je rencontrais des gens les gens lisaient ce livre-là parce qu'il se passait à Rouyn-Noranda, ils étaient très intéressés par ça. Et ils m'ont toujours posé, la question qu'ils me posaient, c'était qui s'était aidé? Qui s'est aidé? Alors là, ils faisaient des grandes spéculations à propos de ça. Et ils n'ont jamais pensé que c'était son vrai nom, Aidé, alors que c'est son vrai nom. Hein? Alors là, tout le monde... moi, je restais un peu évasive, évidemment, dans mes réponses. Et je leur disais, bien, Aidé, c'est une résolution de personnage. C'est vrai aussi. Hein, c'est parti. Quand on fait un personnage, moi, quand j'ai présenté la première fois mon manuscrit de la Love à mon éditeur, Pierre Filion, chez Leméac, il y avait le double des personnages, je pense. Puis il m'avait dit, « Ah, Louise, dans un roman, là, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Il faut que tu ramasses ces personnages. » Alors, Aidé, j'en ai ramassé pas mal de personnages dans cette... Alors, il représente en fait plusieurs garçons que moi, j'ai connus et qui devient le personnage qui est l'ami de cœur de Claude Étier. Alors, j'ai fondu, si on veut, des traits de personnalité pour en faire un personnage unique. Alors, mais la référence à la réalité, dans ce cas-là, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui s'appelle Aidé, point. Le reste qui lui arrive et tout ça, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Alors, j'ai procédé, évidemment, pour fabriquer ce personnage-là, un peu comme disait Rob Grillet quand il parlait d'esquisse, des touches et retouches, puis finalement, on arrive à faire un dessin, plus ou moins, de ce personnage-là. Et dans ce roman-là aussi, le personnage de Claude Étier a 4 frères, et dans la réalité, j'ai 4 frères. Moi, je pensais que quand je publierais ce roman-là, je serais à Montréal, personne ne connaîtrait ma famille. Et là, mais là, j'arrive, puis là, ah oui, c'est lequel, là? Celui-là, c'est-tu Roger, lui? L'autre, c'est-tu Richard? Lui, c'est-tu Paul? Puis là, en tout cas, tout le monde me posait les questions. Et bon, mes 4 frères ont lu le roman, puis un jour, mon frère à qui j'avais donné un rôle... plus ou moins intéressant. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelait dans mon roman. En tout cas, plus ou moins intéressant. Là, j'avais comme, je me disais, oh mon Dieu, il ne va pas être content de ça, mais finalement, oui, il s'appelle Coco dans la Love. Et quand il m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai aimé ça lire ton roman. Il dit, je me suis retrouvée dans Bernard. Alors là, j'ai dit, bon, c'est pas pire. C'est pas si pire. Alors, en fait, les personnages, pour moi, c'est, comme je disais, c'est des noms. C'est des personnes qui sont un peu, que j'ai vues, que j'ai connues peut-être, un peu moi aussi. Mais je pense que j'attache plus d'importance, si on parle de la courbe vers la plus grande adéquation à la réalité, j'accorde plus d'importance à la description des lieux. Alors, parce que pour moi, c'est une façon d'abord de m'inscrire dans le territoire du Nord, parce que je viens du Nord et pour moi, c'est très important de nommer les endroits qui n'ont jamais été nommés.
Personnellement, j'ai fait, quand je suis arrivée à Paris la première fois de ma vie, je connaissais Paris parce que j'avais lu beaucoup de romans qui se passaient à Paris. Je pouvais même presque me diriger dans les rues de Paris parce que ces lieux-là étaient nommés. Alors, moi, je me dis, je vais nommer aussi les rues de Rouyn-Noranda. Parce que quand je lis aussi Carson McCullers, qui décrit ce qui se passe à Columbus, je connais des noms de rues de Columbus. Et si j'y vais, je vais reconnaître aussi des endroits. La même chose pour les romans qui se passent aussi en Amérique centrale, au Mexique, partout. Alors, et peut-être que c'est ça aussi qui fait que dans la Love, les gens, dans le roman de la Love, les gens ont beaucoup essayé de savoir si ce qui était arrivé était vrai, parce que c'est sûr que j'ai vraiment fait un gros travail d'archives pour retrouver les lieux, les appeler comme ils s'appelaient à l'époque. Alors, les gens qui ont vécu pendant cette époque-là reconnaissaient les lieux et surtout ceux qui avaient un certain âge, là, ils avaient tous fréquenté à peu près les mêmes endroits. Bon, il y a certains romans, par contre, bon, peut-être que dans La Love, mes premiers romans, La Love, Darling, So Long, les 3 premiers romans, il y a le personnage principal dont je parle de Claude Etier, adolescente, dans La Love, Pauline Cloutier, la femme de 40 ans à peu près dans Darling, et dans So Long, Cathy McLeod, qui a à peu près 55 ans. C'est un peu moi, là. Il y a des affaires on peut faire des recoupements. Par contre, dans les 2 derniers romans que j'ai écrits, qui s'appellent Le Fils du Tché et Rapide Danseur, là, il y a vraiment une grande distance. En tout cas, je ne pourrais pas dire que je m'identifie tellement à ces personnages-là, mais je m'identifiais à contrario, à une espèce de question que je me posais par rapport à des personnes qui fuient des responsabilités, familiales. C'est le cas de ces 2 romans-là où une mère abandonne son enfant. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Alors, j'ai commencé, ça me trottait. Alors, les écrivains, vous savez un peu, vous écrivez vous-même. On est parfois un peu obsessif, hein? Obsessionnel. Alors, c'est quelque chose c'est une question qui me taraudait. Comment peut-on faire ça? Alors que j'ai connu une personne qui, devant moi, ou presque, a abandonné son enfant. Et ça m'a tellement frappée que j'ai voulu comprendre. Et là, je pense que, dans le fond, quand j'écris un roman, j'écris toujours sur une question à laquelle j'aimerais répondre, à laquelle je n'arrive pas toujours à répondre. Par exemple, dans La Love, c'était surtout la question de l'identité, parce que c'est un roman qui est écrit dans la culture américaine, anglo-française de frontières. Et cette espèce le rapport que j'avais à la langue, par rapport à la langue que je parlais, ou ce qu'on parlait quand on était jeune. On était dans une ville multiculturelle, hein, pas mal, à cause des mines. Alors, c'était une façon pour moi de m'approprier mon identité, si on veut, que je trouvais moins... en tout cas, j'ai un petit peu de difficulté un peu par rapport, par exemple, à Rob Grillet, quand je dis c'est français, très européen. Comme je viens d'une région frontalière où il y avait beaucoup d'anglophones et de toutes sortes de nationalités, je m'identifiais très mal à tout le courant très européen de l'écriture, de la poésie québécoise aussi, qui est souvent branché beaucoup sur la culture européenne. Alors ça, c'était la question, si on veut, à la base de ce roman-là. Bon, il y avait d'autres questions par rapport à Darling. Bien, ça, c'est l'accomplissement d'une femme qui part, comment on peut s'accomplir malgré toutes les embûches, si on veut, qu'on a.
Et dans la So Long, bien, c'était beaucoup une question de comment vivre avec toutes ces vies, avec toutes ces familles, parce que dans l'univers actuel où tout est reconstitué. Alors, dans So Long, la question, c'était ça, justement, de vivre dans un univers reconstitué. Dans les deux autres romans que j'ai écrits, c'était beaucoup cette question de la responsabilité humaine, si on veut. À ce moment-là, je ne peux pas dire que, bon, quand on me pose la question, est-ce que le personnage d'Angèle, ça vous ressemble? Je dois dire que c'est très rare qu'on me l'a posé, la question, parce que c'est pas un personnage sympathique, on pourrait dire. Ouais, c'est pas un personnage sympathique. Et les gens sont... Hein? C'est pas sûr. Mais non, mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas un personnage, c'est pas une héroïne dans le sens de qui fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, dans aucun de mes romans, il y a des héroïnes, oui. Alors, non, mais c'est un personnage difficile. C'est une personne c'est ça. Alors, j'essayais d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va pas bien, hein, et qui est pas capable de prendre cette responsabilité-là. Et j'ai écrit 2 romans. Je pourrais en écrire le reste de mes jours là-dessus parce que je pense que je n'arriverai pas à le comprendre. Sauf que peut-être aussi que je suis arrivée à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il est impossible de comprendre, en tout cas pour moi, et d'accepter ça. Accepter que ça ne se comprend pas. D'accepter, c'est d'accepter un peu, et dans Rapide Danseur, il y a un personnage d'Amérindien, et je pense qu'on a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Moi, en tout cas, je me suis découvert quelque chose dans cet ordre-là, en me disant que il y a cette phrase, hein, des Amérindiens qui disent tant qu'on n'a pas marché avec les mocassins de quelqu'un, on ne peut pas comprendre cette personne-là. Alors, ouais, aller dans ses souliers ou quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est ça que j'ai essayé de faire, si on veut, à travers l'écriture de ces romans-là. Dans un autre ordre d'idée, toujours par rapport à l'adéquation de la réalité, du recyclage du réel, j'ai écrit un récit avec une Égyptienne qui s'appelle Mona Latif Gattas, qui est une Québécoise d'origine égyptienne. Et ça se veut des récits. Alors, c'est peut-être l'œuvre la plus proche, si on veut, de narrative, de ce que je pourrais écrire de près de la réalité, si on veut. Mais encore là, je pense que quand on écrit à 2, souvent, c'était des lettres qu'on s'envoyait et souvent, on est un peu, on est un petit peu influencé par l'écriture de l'autre. Et c'est ce qui fait que l'écriture en collaboration, ça fait que souvent notre œuvre, ce qu'on fait déteint sur l'autre ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ça biaise aussi vraiment l'aspect réalité que pourrait avoir le récit. En tout cas, tout ça, c'est assez aléatoire, comme vous pouvez voir. Alors, je vous dis aussi, vous pouvez me poser des questions pendant que je parle, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, OK? Ah oui, il y a quelques années, une étudiante à la maîtrise, une Égyptienne du Caire, parce que quand on publie, que ça se traduit en arabe, on va dans les pays et tout ça, on rencontre des gens, et puis ce qui m'étonnait beaucoup, c'est que quand je lisais des textes, je faisais des lectures au Caire, puis je lisais des textes sur la forêt en Abitibi, et les gens aimaient beaucoup ça. Comment ça fait qu'ils aiment ça, là? Ça n'a pas d'allure, ça se peut pas. Moi, je pensais vraiment que... Mais non, c'est comme... Nous, on aime aussi des choses qui se passent à l'étranger. Alors, nous, on est l'étranger de quelqu'un, comme disait Sylvain Lelièvre. Alors, il y a une étudiante au Caire qui faisait un mémoire sur l'autofiction. Et puis, elle a décidé de prendre La Love, justement, mon premier roman.
Et elle n'arrêtait pas de me questionner, puis là, je vais en finir avec ça. Elle n'arrêtait pas de me questionner, puis là, j'étais obligée d'être un petit peu moins invasive dans mes questions, dans mes réponses, je veux dire, puis je me disais, ah, ben, elle reste au Caire, c'est loin, même si je dis des petites vérités, ça n'atteindra pas trop le monde à côté. Mais même là, j'arrivais pas, même en réfléchissant beaucoup, parce que ça fait longtemps aussi, ça fait déjà 20 ans que c'est écrit, j'arrive plus aujourd'hui à savoir est-ce que ça, c'est vraiment arrivé ou si c'est inventé. C'est drôle parce que le travail de l'écriture, par-dessus le travail de la mémoire, fait en sorte que ça devient une autre réalité. Et je ne peux pas, par exemple, Claude Etier, elle a beau, tout comme moi, être née à Rouyn-Noranda, avoir 4 frères, un père qui travaille dans la forêt, une mère musicienne, être allée au pensionnat. Comme moi, là, tout ça, j'ai fait ça. Elle a fait ça, elle va à l'université, elle est allée en Europe, elle a même un amoureux qui s'appelle Eddie. Ça ressemble à mon parcours, mais quand j'étais obligée de le relire pour répondre à ces questions-là, j'arrivais pas... Je voyais un personnage. Je voyais un personnage qui n'était pas moi, malgré toutes les ressemblances qu'il y avait. Alors, c'est vraiment un personnage qui s'est constitué à partir des assises réelles, qu'on pourrait appeler réelles, mais qui ne sent pas, qui n'agit pas, qui ne fait pas du tout ce que moi j'aurais fait ou que je pourrais faire. Alors, tout ce qui est arrivé, en fait, à Claude, ça ne m'est pas arrivé à moi. Et même si ça m'est arrivé, je ne reconnais plus la façon dont c'est arrivé avec le temps. Il y a aussi un autre problème, c'est que j'écris beaucoup au jeu. Il y a quelques romans que j'écris à la 3e personne, mais je dois dire que la narration à la 3e personne, je la trouve un petit peu plus difficile, plus compliquée un peu. Je me sens beaucoup mieux dans une narration où je me mets dans la peau du narrateur, de la narratrice. Mais ça fait beaucoup de confusion aussi parce que dans des entrevues aussi que je fais, dans les critiques que je lis de mes romans, souvent, les gens confondent le narrateur et l'héroïne, puis l'auteur. Hein? Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai écrit So Long, dans So Long, le père de Cathy McLeod, du personnage principal, est alcoolique. Puis, dans la critique, c'était toujours écrit le père de Louise Desjardins qui est alcoolique. Alors, une chance que, heureusement, que mon père était décédé à l'époque, parce que je pense qu'il l'aurait très mal pris, parce que mon père buvait presque pas. Alors, c'est ça, dans le fond, cette confusion-là amène d'autres confusions. Bon, alors c'est sûr que pour moi, l'écriture, c'est au fond une recherche de vérité, une recherche de répondre à des questions. Mais la vérité qu'on tend à cerner en écrivant, elle n'est jamais conforme à ce qu'on pourrait appeler la réalité. Elle est plutôt conforme à ce qui est une construction. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on construit une réalité et un peu comme on fait des objets à partir d'objets recyclés, un nouvel objet à partir d'objets recyclés, d'où le recyclage. Même dans la biographie. La biographie de Pauline Julien, c'est aussi, comme je vous disais, une reconstruction. Par contre, je pense que dans l'écriture de la biographie, moi, comme écrivain, j'avais beaucoup plus de mal à aimer ça, écrire ça, que d'écrire un roman ou que d'écrire de la poésie, parce que je me sentais un peu en prison. Parce qu'il fallait que je tienne compte des faits que j'avais devant moi. Il fallait que toujours... Et aussi, il y avait toujours l'espèce de lecteur qui allait arriver, qui était quelqu'un qui avait bien connu Pauline Julien et qui allait dire, bien là, c'est faux ou c'est pas faux. Et ça allait beaucoup plus loin que ça, parce que quand on écrit, soi-disant, la vérité dans une biographie,
on est dans un processus presque juridique. À savoir que si, par exemple, on écrit une fausseté à propos de quelqu'un qui lit ça, qui le concerne, ou ils peuvent nous poursuivre. Et si, par exemple, on écrit des choses que quelqu'un ne veut pas révéler, qui est du domaine de la vie privée, on peut aussi, j'ai eu des menaces de poursuite de personnes qui voulaient pas que j'écrive telle chose, parce que si vous écrivez ça, que quelqu'un lit ça, que mon patron lit ça, je vais perdre mon emploi. Si jamais vous écrivez ça, toute ma parenté va savoir, puis je vais... En tout cas, alors, tout ça fait que quand on l'écrit, on est un peu sur nos gardes. Alors que quand on écrit un roman, on est beaucoup moins sur nos gardes, quoique, on le reste un tout petit peu aussi, parce que il reste que... Si moi, j'écris sur la famille, j'écris sur les rapports familiaux, j'écris sur les parents, sur les enfants, et je sais pas, ma mère vivait quand j'ai publié ça. Il y a beaucoup de questions de ma mère, qui était un peu malade encore à l'époque, puis elle m'a fait des reproches. Elle m'a dit, « Ah, là, tu m'as pas fait un très beau portrait de moi, là-dedans. » Mais là, je dis, « Ben écoute, maman, là, c'est un personnage, une construction de personnage. » Elle avait reconnu son tablier, puis tout ça. Alors, et puis, bon, puis mon père aussi, c'est sûr que j'ai fait passer des mauvais quarts d'heure là-dedans, parce qu'il m'en a fait passer aussi. Puis, le père de Claude en fait passer à Claude. Alors, mais mon père, lui, il a réagi un peu différemment, puis il a dit, ben moi aussi, je m'en écrirai un roman. Alors je n'ai jamais écrit son roman, parce que les gens disent ça facilement, qu'ils vont écrire un roman. Vous savez, la petite anecdote de Margaret Atwood, quand elle rencontre, à un moment donné, elle rencontre un chirurgien qui lui dit, moi, quand je vais prendre ma retraite de chirurgien, je vais écrire un roman. Elle a dit, ah, ben gardons ça, moi je vais faire des opérations quand je vais arrêter. Alors, c'est un peu ça. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que quand nos parents sont morts, on écrit différemment? Oui, c'est sûr, mais il reste toujours que... Bon, moi, je ne suis pas Christine Angot, là, tu sais, loin de là, ni... je ne sais pas si j'aurais écrit ce que Marie-Cécile Labrèche a écrit. D'ailleurs, Marie-Cécile a dit... je ne veux pas que ma mère le lise. Mais est-ce que sa mère l'a lu ou pas? Elle dit qu'elle ne l'a pas lu. Alors, par ailleurs, il faut écrire ce qu'on a à écrire et pas penser à notre mère quand on l'écrit, parce qu'on n'écrira rien. Alors, il ne faut pas se censurer, mais dans la fiction, ça ne me dérange pas. Mais c'est sûr que je vais plus loin. Quoique, des fois, je lis ce que j'ai écrit dans la loge, puis mon père vivait tout le temps, puis je pense que j'ai jamais écrit de quelque chose de plus méchant là, que ça, en tout cas. C'est sûr que je me suis déjà entendu dire, une fois, sans le vouloir, j'étais dans un colloque en Suisse. Tu sais, quand on est loin, on pense que personne nous écoute, là. Mais ça passait à Radio-Canada. et puis ben, j'ai dit là-dedans que j'écris beaucoup par vengeance. Par vengeance, parce que quand j'étais jeune, à l'époque, hein, il faut aussi se rapporter à l'époque. Je suis née en 1943, alors j'ai passé mon enfance dans les années 40, 50. À l'époque, c'est l'Église, le père, c'est le patriarche, il avait raison, les enfants ne parlaient pas, ils mangeaient des volets. Bon, tout ça aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Alors, disons que j'aimais beaucoup ça, réagir, parler. Mon père m'appelait la suffragette. Hein? Alors, et quand je parlais, il disait toujours, « Ah, tais-toi, tu connais pas ça. Tu connais pas ça, tu connais pas ça. » Alors, des fois, je voulais argumenter, mais je n'avais pas le droit d'argumenter. Et peut-être que c'est ça qui a fait que je suis devenue écrivain, parce que j'ai beaucoup besoin de dire ce que je pense, de raconter. Et c'était notre seul narrateur. Là, lui, il avait le droit de raconter. D'ailleurs, il racontait très bien. C'était quelqu'un il était allé au collège.
c'était rare à l'époque. Il était allé au collège, puis il avait appris en anglais, à part ça, puis il avait appris du Shakespeare par cœur. Alors, il nous récitait du Shakespeare par cœur à table. On avait-tu hâte que le repas finisse? En tout cas. Mais donc, en Suisse, hein? à la rencontre en Suisse, ce qui a été diffusé à Radio-Canada, qu'est-ce que... Ah, ben oui, mais alors là, c'est ça, j'ai dit ça, que je voulais me venger de mon père. Et une de mes tantes a entendu ça, puis elle a dit à mon père, et puis là, ça a fait une autre chicane. Non, mais c'était quand même, je sais pas, ça s'est quand même assez bien passé. Où est-ce que je suis rendue, là? Je pense que j'ai tout dit ça d'une autre manière ici. Oui, toujours, je reviens toujours à cette idée de la biographie c'est une expérience que j'ai trouvée très pénible et que je ne recommencerai pas parce que pour moi, écrire, c'est une expression de ma liberté. Et quand on disait tout à l'heure par rapport au cinéma, c'est toi qui disais ça, là. Au cinéma, on est obligé de mettre de penser au décor, pas mettre des actions qui coûtent trop cher, trop loin, quand on n'a pas de budget. Tandis que quand on fait un roman, ça peut être n'importe où. Puis s'il y a sky is the limit, hein, on peut aller où on veut. Alors, c'est cette espèce de défi d'aller chercher tout ce que je peux aller chercher qui me passionne dans l'écriture. Qu'est-ce qui t'a amené à essayer la biographie? Oh, c'est parce que ça c'est très bizarre, c'est que je venais de finir d'écrire le roman Darling, et dans le roman Darling, le personnage s'appelle Pauline Cloutier, et Pauline Cloutier, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, puis à la fin, elle devient chanteuse. Alors, j'ai publié ça chez Le Méac, je venais juste de finir ce roman-là. Pierre Filion de Le Méac m'appelle un dimanche après-midi, j'habitais en Abitibi à l'époque, et il me dit « Veux-tu écrire la vie de Pauline? » Je dis « Bien, je viens de finir, là, je vais t'envoyer mon manuscrit, là, je vais t'envoyer mon manuscrit demain matin. » Là, il dit « La chanteuse. » Bien, j'ai dit « Oui, la chanteuse. » Non, Pauline Julien. Alors là, wow, que c'est ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Pauline Julien, qui vivait encore à l'époque et qui avait... qui était déjà atteinte très, très sérieusement d'aphasie dégénérative, elle ne pouvait presque plus parler. Elle avait demandé à Colette Beauchamp, la biographe de Judith Jasmin, d'écrire sa biographie. Alors, elle s'était rencontrée, mais Pauline Julien, c'est quelqu'un, c'est un personnage très fort, hein, qui a beaucoup de personnalité. Et je pense que ça n'a pas très bien fonctionné avec... Colette Beauchamp. Colette Beauchamp a décidé de ne pas faire la biographie et c'est ça l'agente de Pauline connaissait mon éditeur. C'est ça. Puis j'ai beaucoup hésité au début parce que je n'étais pas c'était pas du tout dans mon plan de carrière, j'en ai pas, mais disons que je n'avais eu un, non. Mais j'ai beaucoup aimé ses chansons, j'ai beaucoup aimé cette personne-là, j'ai beaucoup aimé Gérald Godin, le poète. Je me suis dit, puis aussi dans ma vie, je l'ai vu parfois, je l'ai rencontré parfois, parce que c'était l'ami de ma belle-mère, mon ex-belle-mère, en tout cas. Et je connaissais plein de gens qu'elle connaissait, puis je me suis dit... des fois, il y a des choses que ça ne tente pas trop de faire, mais on se dit que si on passe à côté, on va passer à côté de quelque chose d'important. Alors, j'ai décidé de le faire. Tant que Pauline Julien vivait, c'était très difficile parce qu'elle ne pouvait pas parler. Et chaque fois que je la rencontrais, elle me disait « Vite, il faut que tu m'apportes le manuscrit parce que c'est une biographie autorisée. » Alors, il faut que tu m'apportes ce que tu écris, puis le plus vite possible, j'attends ça pour me suicider. Alors ça, c'est pas stressant du tout, écrire un manuscrit comme ça. Alors, quand finalement, elle s'est donné la mort, le 1er octobre 1998, elle m'avait appelé quelques jours d'avance pour me dire j'avais réussi à comprendre qu'elle avait des carnets chez elle à tel endroit, va les chercher, je te les donne. Et que je suis partie
le lendemain, je partais pour aller chercher ça parce que j'étais bloquée, j'avais pas assez, j'avais les journaux, j'avais pas grand-chose. Elle avait écrit son journal depuis 1962. Et c'est ça. Alors, quand j'ai vu ça, c'était comme un trésor. C'était bien écrit à part ça. Et j'ai remarqué qu'elle avait essayé de faire son autobiographie plusieurs fois, mais elle n'arrivait pas à la construire jusqu'au bout. Et à partir de là, j'ai décidé de prendre beaucoup d'extraits de ces carnets très beaux, puis de les insérer dans la biographie. Alors, c'est comme si on l'avait écrit à deux, à peu près, comme ça. Et bon, alors, mais peut-être, si jamais je manque beaucoup d'argent, un jour, je ferai la biographie de quelqu'un de mort depuis longtemps, mais pas de quelqu'un de vivant, parce que c'est trop compliqué pour moi. Ça est trop compliqué. Alors, c'est ça. Donc, je ne vais pas parler de ma poésie, mais là, j'ai parlé surtout de mes romans, mais j'aimerais ça quand même, par rapport à la réalité, à la vérité, si on veut, parler de où ça situe la poésie sur la courbe, si on veut, de la réalité. Moi, je pense que c'est dans ma poésie que je suis le plus autobiographique. Dans le sens que, quand on écrit la poésie, moi, en tout cas, quand j'écris de la poésie, pour que ça marche, pour que ça fasse un poème, il faut vraiment que j'entre en moi le plus profondément possible dans tout ce que je suis réellement. Et je peux dire, je pense que je n'invente rien quand j'écris de la poésie. Vraiment, tout ce qui est là, c'est quelque chose qui est dans le senti, dans ce que je suis, dans ma peau, je ne peux pas écrire de la poésie, je ne peux pas inventer des affaires quand j'écris de la poésie. La seule chose qui pourrait peut-être s'apparenter à une sorte d'invention, si on veut, entre guillemets, c'est le jeu des mots, des images, des sonorités. Là, il y a une espèce de travail, si on veut, qui se fait, mais toujours à partir de quelque chose qui m'appartient très, très profondément. Alors, par contre, comme c'est pas narratif, comme ça n'a pas l'air vrai, les gens ne me demandent jamais, est-ce que c'est vous qui êtes dans le poème? Hein? Jamais. Est-ce que toi, Denise, les gens te demandent ça? Ça m'est arrivé une fois en Russie de me faire encourager par un auditeur devant qui on avait lu de mes poèmes. C'est pas moi qui les avais lus en russe. L'homme était venu me voir et il m'avait dit « Mais madame, pourquoi est-ce que vous êtes aussi triste? La vie est belle. » C'est des poèmes tristes. Mais les Russes sont très, très proches de leur poésie. Oui. Et ont une conviction dans la vérité du poème qui est assez étonnante. En fait, oui, mais moi, j'ai cette conviction russe. Donc, là. Ça doit être mes origines nordiques. Je ne sais pas, mais je ne peux pas inventer un sentiment. Je vais juste vous faire un petit, pour changer un peu, vous donner un peu la différence, si on veut, entre ce que j'écris en poésie par rapport à un même thème, si on veut, qui est le thème de ce qui concerne ma mère, qui a été atteinte à la fin de sa vie de la maladie d'Alzheimer. Pas vraiment ça, mais quelque chose qui ressemble à ça. Et j'ai écrit là-dessus un recueil qui s'appelle « Silencieux lasso », qui parle de toute la première partie, qui parle de ce lien que j'essayais de garder avec ma mère, même si elle n'était plus là. Donc, je vous lis un petit extrait de « Silencieux lasso ». Elle est dans l'espèce de, comment on appelle ça, c'est CHSLD, c'est charmant nom. Alors, main dans la main, au milieu du couloir, nous glissons sur l'essentiel. Vieille parmi les vieilles, elle traîne ses seins épuisés dans le désir d'une collation. Alors,
et aussi, avant, quand j'écris ce recueil de poésie-là, c'était beaucoup dans le regret de ne pas avoir eu tellement de liens avec ma mère. Hein. Alors, dans le cas de ce poème-là, je ne peux pas dire que le réel est recyclé, comme dans mes romans, si on veut, comme pour utiliser cette expression-là, mais je pense que c'est un approfondissement du réel plutôt qu'un recyclage du réel dans la poésie. Alors que dans mon roman So Long, le personnage de Cathy McLeod va conduire sa mère aussi au CHSLD. Alors la peine qu'elle a, elle a décrit comme ça. J'ai dû me ranger sur l'accotement tant les larmes m'aveuglaient. La neige s'accumulait sur le capot. J'aurais voulu rester là, emmitouflée dans mes sanglots, ne plus avoir à penser, à me dire que je venais de perdre ma mère d'une première mort, celle de l'esprit, que désormais il fallait attendre la mort lente de son corps. Alors, ça, c'est dans la narration, c'est complètement autre chose. Hein. Dans la poésie, c'est comme plus cette image-là, puis en tout cas, moi, je me sens plus dans l'espèce de réalité de ma mère et moi dans la poésie que, avec le recul, je pourrais dire, de la narration. Moi, la narration amène un certain recul. Alors, je vous ai parlé de mon père, j'en parlerai plus. Ah ben, je peux vous en parler un petit peu encore, parce qu'il est très présent aussi de deux façons différentes, si on veut. Quand j'ai écrit La Deuxième Avenue, qui est un recueil de poèmes que j'ai écrit dans les années 90 aussi, c'est la première fois que je parlais de mon père. J'avais jamais parlé de mon père dans rien. Peut-être ni de ma mère, je pense. Je ne suis pas sûre. Alors, mon père, c'était comme je vous disais, là, c'est quelqu'un qui savait des poèmes par cœur, qui avait appris aussi Évangeline de Longfellow. Il disait qu'il savait d'un couvert à l'autre. Alors, on se sauvait, là, parce que ça, c'était pas drôle. Alors, mais mon père n'était jamais là, parce qu'il travaillait dans le bois, et à l'époque, quand les gens travaillaient dans le bois, il partait des mois et des mois, là, on restait seul avec ma mère. Et quand mon père arrivait, c'était comme une apparition, hein, quand ça fait 4-5 mois. Là. Alors, j'ai fait ce poème-là, qui est très différent de la façon dont j'en parle dans mes romans. Arrive celui qui nous protège contre tout, l'odeur de sapin, de bas de laine, de bottes de cuir. Je m'agenouille devant lui, je dénoue ses lacets, œillet par œillet, dans la cuisine jaune et jaune, devant la fenêtre glacée, qui donne sur le chemin de fer, qui donne sur les toiles polaires, qui donne sur nulle part. Une plainte sourde a perdu le nord pour un bon bout de temps. Alors, quand je relis ça, ce poème-là, qui date de plus de 20 ans, je me rends compte qu'il disait quelque chose que je n'avais pas encore réussi à exprimer. Et cette espèce de douleur que j'avais vis-à-vis de mon père, et cette plainte-là, je n'arrivais pas à l'exprimer. Alors, c'est à partir du fait que j'ai écrit ça, que j'ai pu écrire après La Love, que j'ai pu écrire après tous ces romans-là, où j'ai vraiment pu développer davantage ça. Par exemple, dans La Love, il y a cette espèce de crainte du père qui est exprimée quand... un jour, par exemple, à l'époque, les filles, on se mettait une chemise blanche, le gars, là, puis ça, c'était avec un jeans puis des running shoes. Ça, c'était le bout du bout, là. J'avais mis ça, puis ma mère ne voulait pas que je le mette, puis elle me dit, dans le roman, je raconte cette scène-là, ma mère qui dit « Mon Dieu Seigneur, dépêche-toi de partir avant que ton père te voie. » Claude pense alors. J'ai peur que mon père surgisse dans la cuisine, que sa colère éclate à cause de sa chemise qu'il reconnaîtrait. Oui, parce que je l'avais volée à mon père dans sa... De mes lèvres Marilyn Monroe, je m'efface. Je m'efface. C'est-à-dire que Claude n'affronte pas ça. Ça, c'est moi qui dis ça après, là. Elle n'affronte pas son père et elle ne l'affronte pas dans la Deuxième Avenue. Elle l'évite.
Et alors que c'est vraiment dans Darling que il y a une construction du père. Bon, je sais pas, là, moi je commence à... Suis-tu assez parlé? Oui. Je vais passer vite. J'en ai... je vais vous raconter ma conclusion. Alors, puis après, vous me poserez des questions s'il y en a. Je me rends compte maintenant, en racontant ces histoires à propos de mon père, de ma mère, qu'il est impossible d'écrire sans échapper à une sorte de vérité, une vérité mouvante, fragile, qui se déploie selon notre capacité à la révéler dans toute son humanité, dans toute son horreur, dans notre capacité à assumer cette réalité-là. La poésie, malgré ses allures parfois hermétiques, me permet d'aller au bout de cette vérité. Le roman me crée à la fois plus d'angoisse et plus de sérénité, parce qu'en tissant une nouvelle réalité dans son histoire propre, je m'ancre ailleurs, je sors de l'autobiographie afin de prendre pied ailleurs, comme dans un pays étranger, qui m'attire et me repousse en même temps. Dans le récit, comme dans Momo et Loulou, le confort est plus grand. Je me dis que je n'ai rien à inventer, que je dois faire appel à la mémoire, tout simplement. Je peux m'asseoir sur ma mémoire, la faire ressurgir. Elle me révèle alors un univers en soi qui, à travers les mots, prend une vie qui ne m'appartient plus. Dans Momo et Loulou, des récits d'enfance que nous avons écrits ensemble, Mona Latif, Gatas et moi, nous faisons cette mise en garde dans la postface. Ce n'était rien d'autre, et je cite, « Ce n'était rien d'autre que notre vérité d'enfant, selon ce que le souvenir nous en a laissé. Nous sommes conscientes que cette vérité est bien relative, c'est pourquoi nous avons changé les noms de tous nos parents, entraînant ainsi d'autres vérités chez nos lecteurs, comme un kaléidoscope de l'époque où, même si nous vivions tous ensemble, nous avions le soir venu l'exclusivité de nos émotions, de nos joies et de nos chagrins. Au fait, qu'est-ce que la vérité? Une réalité, une fiction. L'une a besoin de l'autre, peut-être, pour se déployer. C'est dans la fiction que la vérité se déploie en tissant sa propre réalité. En fait, toute œuvre est une réalité plus ou moins recyclée. Toute œuvre, quelle qu'elle soit, est fiction à un certain degré, qu'elle s'appelle récit, biographie, autobiographie, autofiction, poésie, théâtre, nouvelle, roman, essai. Name it. Voilà. J'ai beaucoup digressé, là.